La vie de Wayne W. O'Malley se déroulait bien. You know. Jeune rappeuse issue de la rue, surmontant tous les obstacles pour devenir une star. L'histoire de sa vie aurait pu faire l'objet d'un biopic parfait. Hélas, il s'est retrouvé mêlé à une affaire de meurtre qui a duré plus de 4 ans. De l'assassinat présumé de ses meilleurs amis à un procès pour meurtre passible de la peine de mort. Alors, plongeons dans la vie de Wayne W. O'Malley derrière les barreaux. L'isolement cellulaire. Il y a plus de 3 ans, Jamel Maurice Demonde s'est rendu à la police pour le meurtre de 2 amis, à la fin de l'année 2018. Bien que O'Malley ait réussi à maintenir une façade de vie tranquille en montrant de nouvelles chaussures, en sortant de la musique et en exprimant son impatience d'être libéré, son séjour derrière les barreaux a été loin d'être facile. Il a dû faire face à des défis, notamment des bagarres, des problèmes de comportement et la menace imminente de la peine de mort. Vous savez déjà que Wayne W. Sackchaser et Wayne W. Juvie ont été tués par balle alors qu'ils rentraient chez eux à Fort Lauderdale. Wayne W. O'Malley et Wayne W. Bortlen, leurs 2 amis, étaient également présents lors de l'incident. O'Malley a été déposé avant que Bortlen ne conduise les victimes blessées à l'hôpital. La police a commencé à avoir des soupçons en raison d'incohérences dans les témoignages et, après une enquête approfondie, elle a établi un lien entre O'Malley et Bortlen et les meurtres, rejetant la thèse initiale d'une fusillade au volant d'une voiture. La première arrestation de O'Malley a entraîné un changement important dans son mode de vie. Pendant son incarcération, il a continué à tirer le meilleur parti de son temps en dépensant sans compter les produits de l'économate, tels que des encas, des cartes à jouer et des écouteurs, pour un montant d'environ 4 000 $ par mois. Il a même partagé des aperçus de sa vie sur Instagram, affichant fièrement des articles de luxe comme des chaussures Versace d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. O'Malley a réussi à sortir des titres à succès, notamment des collaborations avec Lil Uzi Vert, Kodak Black et le regretté Juice WRLD. Son album Melly vs Melvin a même atteint la 8e place du Billboard. Mais le séjour de O'Malley derrière les barreaux n'a pas été sans difficulté. Il a été confronté à de nombreux incidents comportementaux, à commencer par une période d'isolement de 30 jours pour avoir effectué un appel à 3, interdit le 13 mars 2019. 2 mois plus tard, il a reçu une autre peine d'isolement de 20 jours pour avoir manqué de respect à un officier et l'avoir menacé. En septembre de la même année, il a inondé sa cellule en jetant une serviette dans les toilettes, ce qui lui a valu une autre peine d'isolement de 20 jours. Le comportement rebelle de O'Malley s'est poursuivi, entraînant d'autres punitions, notamment la perte de privilèges et des peines de mise à l'épreuve. Il aurait répondu « Oui, je l'ai inondé. Maintenant, allez chercher votre sergent. Je vous battrai tous, et j'ai de vrais avocats pour me sortir de là. » Il dégageait de sérieuses ondes chaotiques. Pour cette raison, ils ont ajouté une période de probation supplémentaire de 10 jours. En février 2020, O'Malley s'est battu avec 5 autres détenus. On aurait dit qu'il courait vers le drame. Et devinez quoi? Il est condamné à 30 jours de prison supplémentaire avec suppression des privilèges. Faisons donc un petit calcul. Cela fait plus de 30 plus 30 plus 20. Cela fait environ 80 jours d'isolement. Peut-être aime-t-il la paix et la tranquillité de l'isolement? Ou peut-être fuit-il quelque chose? En avril 2020, O'Malley a été testé positif à un virus alors qu'il était en prison. Son avocat a demandé qu'il soit assigné à résidence en raison de l'insalubrité des lieux et des inquiétudes concernant sa santé. Tekashi 69 ayant également été assigné à résidence pour avoir contracté le Covid, son équipe juridique espérait que cela fonctionnerait pour lui. Cependant, la demande de O'Malley a été rejetée et il n'a pas reçu de traitement médical adéquat. Des allégations ont été formulées concernant la négligence de la prison à vérifier régulièrement l'état de santé de O'Malley, qui se détériorait. En fait, il a été rapporté que O'Malley n'avait reçu que du Tylenol et du Gatorade pendant sa maladie. Oui, du Tylenol et du Gatorade. Ce fut une période difficile pour O'Malley, aggravée par les circonstances déjà difficiles dans lesquelles il se trouvait. Mais O'Malley n'était pas seul à vivre le drame de la prison. Il a également eu son lot de drames au tribunal. Les batailles juridiques de O'Malley ont été intenses, les autorités utilisant toutes les ressources disponibles pour obtenir sa condamnation. Elles ont rassemblé des relevés téléphoniques, des messages sur les réseaux sociaux et des témoignages pour monter leur dossier. Des mandats de perquisition ont été lancés à gauche, à droite et au centre. Des simulations de la scène de crime ont été analysées et les preuves contre O'Malley n'ont cessé de s'accumuler. O'Malley a d'abord nié avoir été dans la voiture lors de l'incident, mais elle a ensuite été reliée au meurtre grâce à des relevés de localisation téléphonique et à des messages sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il explique qu'il doit rester fidèle à Bortlen, ce qui est logique si l'on se souvient que la police accuse O'Malley et Bortlen d'avoir comploté ensemble pour le meurtre présumé. L'accusation lui a proposé un choix: affronter le procès et risquer la peine de mort ou éviter le procès et écoper d'une peine de 30 à 40 ans de prison.
Ils ont essayé de le dépeindre comme un membre de gang, en utilisant comme preuve ses tatouages et des vidéos de lui faisant des signes de gang. Les familles des victimes ont réclamé la peine de mort, ce qui a accentué la pression sur Melly. Malgré tout, les preuves dont ils disposèrent sur lui étaient, au mieux, circonstancielles. Le procès a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de l'abandon à la dernière minute de 66 pages de preuves ADN. Ces preuves sont devenues cruciales dans le dossier contre Melly. Ce dernier a saisi l'occasion d'analyser les preuves et de renforcer sa défense. L'accusation a présenté de nombreux témoins, tels que la petite amie de Melly, Maria Hamilton, et sa mère, mais il a déposé une requête pour les bloquer immédiatement. L'accusation a également envisagé de faire témoigner Drew, qui a filmé l'affaire. Il s'agit d'un caméraman populaire qui a tourné pour WNW Melly. Il voulait examiner sa carte SD et recueillir toute information incriminante pour l'utiliser contre WNW Melly. C'est de la même manière que les fédéraux ont essayé d'attraper NBA Youngboy. Ils ont essayé d'utiliser les images de sa caméra contre lui. Il semble donc que l'accusation ne ménage aucun effort pour faire tomber WNW Melly. Mais Drew ne s'est pas présenté pour témoigner au tribunal. Mais il y avait un risque que l'accusation tente de menacer Drew d'une peine de prison. Alors, Drew a pris un avocat. Tout porte à croire que l'accusation pèse de tout son poids sur Melly. Mais au milieu de la musique et des batailles juridiques, Melly a également dû faire face à des luttes personnelles. Le fait d'être confiné dans une cellule de prison pendant des années a un impact sur le bien-être mental et émotionnel de chacun. Il faut constamment se battre pour rester positif et garder espoir face à l'adversité. Pourtant, Melly a réussi à trouver des moments de joie et à garder un esprit fort. Sa famille et ses proches ont été une source de soutien tout au long de ce parcours difficile. La mère de Melly, ses amis et ses fans dévoués se sont tenus à ses côtés, lui prodiguant encouragement et amour. Ils croient en son innocence et se battent à ses côtés, plaidant pour la justice et l'équité. L'issue de ce procès déterminera sans aucun doute le cours de la vie de WNW Melly. Qu'il sorte de la salle d'audience en homme libre ou qu'il soit condamné à une longue peine de prison, son histoire sera à jamais marquée par ce chapitre. WNW Melly, le début. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qui était WNW Melly avant tout. Dans la petite ville de Gifford, en Floride, un jeune artiste nommé WNW Melly a commencé son voyage vers la célébrité. Né sous le nom de Jamel Demons le 1er mai 1999 dans une communauté de moins de 10 000 habitants. Dans sa ville natale, la réussite se définit souvent par un emploi régulier de 9 à 5, une maison dans une autre ville et une vie routinière. Mais Melly a osé rêver au-delà de ses limites. Avant de connaître la gloire, Melly a collaboré avec divers artistes tels que T. Grizzly, Supreme Patty, et a même eu l'occasion de travailler avec Kanye West en studio. Son talent et son dévouement lui ont valu une popularité croissante sur les plateformes de médias sociaux, avec 4 millions de followers sur Instagram, plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, et plus d'1 million de followers sur SoundCloud au moment de l'enregistrement. Melly a grandi à Gifford, et son plus beau souvenir d'enfance est d'être monté sur le dos de son chien de compagnie. Né d'une mère de 14 ans qui était encore en classe de 3e, Melly a connu une éducation difficile. Il vivait dans les appartements de Briarwood avec sa mère et sa grand-mère. Mais ils ont connu des difficultés financières lorsqu'ils ont déménagé dans un quartier plus pauvre de Gifford. La mère de Melly travaillait chez Dunkin' Donuts, puis comme serveuse chez Chili's, et l'emmenait souvent avec elle au travail. La musique est devenue un compagnon constant dans la vie de Melly. Chaque matin, il s'asseyait sous son porche avec une radio rose, écoutant son seul CD à l'époque, le premier album de Chris Brown. Lorsqu'il découvre des artistes comme Lil Wayne, Young Thug et Prince, leur musique devient une source d'inspiration. Il a même été choisi pour jouer le rôle principal dans l'adaptation du Roi Lion à l'école secondaire. Je veux dire, qui ne veut pas être aussi grand que MJ? Melly a fréquenté l'école primaire St. Peters avec son ami Christopher Thomas Jr., connu sous le nom de WNW Juvie. Ils partageaient le même quartier et ont tissé des liens durables, si seulement ils connaissaient l'avenir. En 4e année, Melly est restée avec son oncle Ronnie, qui luttait contre la toxicomanie. Melly s'amusait avec les jouets de son oncle, dont un pistolet. Un jour, alors qu'elle imitait une scène de combat du film Monsieur et Madame Smith, Melly a découvert un véritable revolver caché sous le canapé. La curiosité l'a emporté et il a tiré, perdant temporairement l'ouïe. Son enfance a été remplie d'aventures et de moments coquins. Imaginez un peu, avec ses amis, il a un jour mis le feu à toute la forêt devant leur maison, ce qui a entraîné la visite des pompiers. Le style non conventionnel et le sens de l'individualité de Melly ont commencé à émerger pendant ses années de collège. Il portait des chaussures dépareillées et avait même teint la moitié de ses cheveux en blond, laissant l'autre en noir. Heureusement pour Jamel Demons, sa mère lui permettait d'être lui-même. Au lycée, les aspirations musicales de Melly ont commencé à prendre une tournure plus sérieuse.
Il faisait du rap et le mettait en ligne sur SoundCloud et YouTube. Son amour pour la musique ne cesse de croître, mais malheureusement, son implication dans des activités criminelles aussi. Melly a commencé à fréquenter les mauvaises personnes et s'est laissé entraîner dans un style de vie qui incluait le trafic de drogue et d'autres activités illégales. En fait, le nom de Melly lui vient même d'une activité illégale, lorsqu'il a volé un hamburger dans un restaurant. Cette voie de l'illégalité l'a finalement conduit à de sérieux ennuis judiciaires. Le 19 octobre 2015, Jamel a été impliqué dans un incident déchirant près de son lycée. Pour des raisons inconnues, il a ouvert le feu sur 3 personnes qui se trouvaient à un pâté de maison. Bien qu'il ait fui les lieux et tenté de se débarrasser de l'arme, il a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour voie de faits graves et d'un chef d'accusation pour avoir déchargé une arme à feu en public. Pendant cette période difficile, Melly a trouvé du réconfort dans sa musique. Il écrit et enregistre souvent des chansons pour exprimer ses émotions et ses expériences. Malgré son mode de vie turbulent, son talent de rappeur a commencé à attirer l'attention. Alors qu'il est confronté à des problèmes juridiques, la musique de Melly commence à prendre de l'ampleur. Son succès s'est révélé en 2017 avec la sortie de son single « Murder on My Mind ». La chanson, qui dépeint une histoire sombre et obsédante, a trouvé un écho auprès du public et est rapidement devenue une sensation virale. Sa popularité s'est encore amplifiée lorsqu'elle a attiré l'attention d'artistes hip-hop influents, de producteurs et des forces de l'ordre. Oui, cela a eu un tel impact au fur et à mesure que sa base de fans grandit, Melly continue à sortir de la musique et à collaborer avec d'autres artistes. Son style unique, caractérisé par des flows mélodiques et des paroles introspectives, le distingue de ses pairs. Des titres comme Virtual, Blue Balenciagas et Mixed Personalities avec Kanye West mettent en évidence sa polyvalence et renforcent sa position dans l'industrie musicale. En 2018, YNW Melly est devenu un nom connu, attirant l'attention de l'industrie musicale et collaborant avec des artistes influents comme Kanye West. Sa mixtape, I Am You, a été certifiée or, tandis que Murder on My Mind a été certifié 6 fois platine. Cependant, sous la gloire et le succès, un côté plus sombre se profile, car malgré son succès, les choses allèrent changer. À l'automne 2018, il a été arrêté et inculpé pour plusieurs délits liés à la marijuana. Mais c'était le cadet de ses soucis, pour être honnête. Car alors qu'il était en liberté sous caution, la tragédie a frappé. En 2019, il a été arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Cela changera sa vie à jamais. Les accusations découlaient de la mort de ses 2 amis proches et collaborateurs, Christopher Thomas Jr., YNW Juvie, et Anthony Williams, YNW Sackchaser. L'affaire a été largement médiatisée et a mis en veilleuse la carrière naissante de Melly. L'affaire Melly a suscité un vif intérêt de la part du public et les avis sur sa culpabilité ou son innocence étaient partagés. Ses partisans croient en son innocence, affirmant qu'il a été victime des circonstances, tandis que d'autres le considèrent comme l'auteur d'un crime odieux. La procédure judiciaire est en cours et son issue reste incertaine. Quel que soit le résultat, les capacités musicales de YNW Melly sont indéniables. Son mélange unique de rap mélodique et de récits chargés d'émotions a captivé le public du monde entier. Sa musique a trouvé un écho auprès des auditeurs qui se sont sentis concernés par ses luttes, ses aspirations et les complexités de sa vie. Mais ce qui s'est passé a littéralement bouleversé la vie de Melly et l'a transformée en une vie pleine de peines de prison et de procédures judiciaires. Eh bien, c'est ce dont je vais parler maintenant. Meurtre à Miramar. Le 26 octobre 2018, au petit matin, YNW Melly et ses amis quittaient un studio d'enregistrement à Fort Lauderdale, en Floride, lorsque des hommes armés leur ont tendu une embuscade lors d'une fusillade en voiture. 2 des amis de Melly, Anthony Sackchaser Williams et Christopher Juvie Thomas Jr., ont été tués par balle. Melly et un autre ami, Cortland YNW Bortland Henry, ont également été blessés dans l'attaque mais ont survécu. C'est du moins ce qui a été rapporté dans un premier temps. Au fur et à mesure que les événements de cette nuit fatidique se déroulaient, entraînant l'incarcération de 2 personnes, la vérité, ou du moins la version des forces de l'ordre, était différente. Mais que s'est-il passé exactement? Permettez-moi de reprendre les choses depuis le tout début. Alors, respirez et suivez-moi. L'histoire commence à 4h35 du matin, le 26 octobre 2018, lorsque YNW Bortland est entré dans la salle d'urgence du Memorial Miramar, situé au 1701 Southwest 172e Avenue. Il a demandé une assistance médicale immédiate pour 2 passagers de son véhicule qui ne réagissaient pas en raison de multiples blessures par balle. Il a demandé une assistance médicale immédiate pour 2 passagers de son véhicule qui ne réagissaient pas en raison de multiples blessures par balle. Le personnel médical a rapidement pris en charge les victimes et a découvert des preuves inquiétantes.
La Jeep Compass 2018, immatriculée en Floride sous le numéro IEKD 22, présentait des signes d'altercation violente avec des impacts de balles sur son extérieur. Anthony Williams, également connu sous le nom de rappeur WNW Sac Chasseur, était assis sur le siège passager avant droit et a été blessé par balle au torse et à la tête. Le passager arrière droit, Christopher Thomas Jr., connu sous le nom de WNW Juvie, a quant à lui été blessé par balle dans le dos et à la tête. Tragiquement, les deux victimes ont été déclarées mortes à leur arrivée à l'hôpital. Les autorités ont rapidement interrogé le conducteur, Wayne W. Bortlen. Le récit initial des événements qui ont conduit au décès s'est déroulé comme suit. Le 25 octobre 2018, Wayne W. Juvie et Wayne W. Sac Chasseur se sont réveillés comme n'importe quel autre jour, ignorant le destin tragique qui les attendait. La journée s'est déroulée selon les routines habituelles jusqu'à ce qu'ils prennent rendez-vous avec leurs amis les plus proches, Wayne W. Bortlen et leur chef de groupe, Jamel Maurice Demons, plus connu sous le nom de WNW Melly. Sous la bannière de WNW, qui signifie Young Nigga World, aka Young New Wave, ses amis d'enfance se sont regroupés pour poursuivre leurs rêves et échapper aux difficultés de leur environnement. Ils partageaient un objectif commun, celui de réussir dans l'industrie musicale, et avaient surmonté les difficultés de leur environnement pour forger des liens indéfectibles. À l'approche de la nuit du 25 octobre, l'équipe s'est donné rendez-vous au New Era Recording Studio, situé au 805 Northeast 4e Avenue à Fort Lauderdale. Après avoir terminé leur session au studio, ils se sont mis en route au petit matin du 26 octobre, encore plongés dans l'obscurité. Alors que l'obscurité enveloppait les rues, ignorant la tragédie en cours, l'équipage s'est embarqué pour son voyage. Alors qu'ils quittent le studio d'enregistrement en voiture, le ciel nocturne semble renfermer 1000 secrets. Leurs esprits étaient concentrés sur leur musique, leurs paroles et la célébrité potentielle au-delà de leur quartier. Mais le destin avait d'autres plans pour eux. À l'intersection de Southwest 106e Avenue et de Dykes Road, un véhicule s'est matérialisé à côté d'eux. Le bruit des coups de feu a brisé le calme de la nuit, envoyant des ondes de choc dans le cœur des jeunes artistes. Ce fut un moment de chaos et de peur qui obligea WNW Bortlen à se protéger instinctivement en se réfugiant sur le plancher. Le barrage de balles cessa, laissant derrière lui un silence sinistre. WNW Bortlen se leva prudemment de sa position protectrice et se retrouva face à une scène d'horreur. Juvie et Sac Chasseur, ses amis les plus chers, gisaient, blessés, le souffle coupé. Cependant, dans les jours qui ont suivi, les enquêtes ont révélé la vérité choquante qui se cachait derrière cette nuit malheureuse. Il a été révélé que la scène de crime avait été méticuleusement mise en scène et les événements soigneusement orchestrés pour tromper les autorités. Ainsi, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pourrait bien être que de la fiction. Le lien fraternel qui les unissait autrefois a cédé la place à un réseau de tromperie et de trahison. La fusillade a provoqué une onde de choc dans la communauté du rap et a suscité une indignation générale. Les fans et les artistes ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux et beaucoup ont appelé à mettre fin à la violence qui a coûté la vie à tant de jeunes dans l'industrie. Mais en ce qui concerne l'histoire de ce qui s'est passé initialement, il y a tellement d'incohérences. Malgré cette tragédie, WNW Melly a continué à faire de la musique et à sortir de nouvelles chansons. En janvier 2019, il sort son premier album, We All Shine, qui comprend des collaborations avec Kanye West et Fredo Bang. L'album est un succès commercial, mais il suscite également des critiques dans certains milieux pour ses paroles violentes et misogynes. Pendant un moment, tout semblait aller pour le mieux, mais le 12 février 2019, Bortlen a été arrêté pour 2 chefs d'accusation de coups au premier degré. Par la suite, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de WNW Melly, mais celui-ci s'est rendu. Il a ensuite été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré concernant la mort de Sac Chasseur et de Juvie. Mais en dépit du fait qu'ils étaient innocents, la police a maintenu qu'ils avaient mis en place une scène de crime. Mais Melly est resté fermement convaincu qu'il n'avait rien fait de mal. En fait, on l'a vu en ligne pleurer ses amis et rassurer tous ses fans et adeptes en leur disant qu'il n'avait rien fait de mal. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, les preuves d'actes répréhensibles n'indiquent pas seulement que Melly et Bortlen ont menti, mais que Melly a lui-même tué Sac Chasseur et Juvie. Preuve contre WNW Melly. Pour découvrir ce qui s'est passé, les forces de l'ordre ont utilisé presque toutes les ressources à leur disposition, des chiens pisteurs au mandat de perquisition. Les forces de l'ordre ont eu recours à la technologie d'investigation pour découvrir où Bortlen, Melly, Juvie et Sac Chasseur étaient assis dans la voiture et reconstituer ce qui s'est réellement passé au cours de cette nuit fatidique. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé lors de l'altercation qui a éclaté dans la voiture, mais il s'est passé quelque chose d'important qui a conduit à des coups de feu. La cartographie de la trajectoire des balles suggère que les balles ne provenaient pas de l'extérieur de la voiture, mais de l'intérieur.
L'histoire d'une fusillade au volant n'avait donc aucun sens. Finalement, 3 conclusions majeures ont été tirées. Les tirs provenaient de l'intérieur de la voiture, les blessures par balles de Zack Chaser et de Juvie étaient à bout portant. Et, enfin, les coups de feu tirés depuis le siège de Mellie ont tué Juvie et Zack Chaser. Ainsi, tout change et le meurtre passe d'un coup extérieur à un coup intérieur. Le rapport d'autopsie n'a certainement pas joué en sa faveur. La blessure par balle de Zack Chaser allait de l'arrière vers l'avant, de la gauche vers la droite et vers le haut, avec une blessure à la poitrine et à l'épaule droite. Cela contredit directement le récit selon lequel la fusillade s'est produite depuis le côté droit de la voiture en mouvement. Aucune des trajectoires de vol du véhicule extérieur ne correspond aux trajectoires des blessures à l'arrière de la tête de Zack Chaser. En outre, Juvie a été blessé sur le côté gauche de son visage et dans le dos. Cela s'est produit après qu'il ait reçu une balle dans la tête et qu'il se soit penché vers la gauche. Compte tenu de la place occupée par le groupe WayNW lorsqu'il a quitté le studio, la seule possibilité plausible est que les balles proviennent de l'endroit où était assise WayNW Mellie. Entre 3h30 et 4h30 du matin le 6 octobre 2018, les décès de WayNW Zack Chaser et WayNW Juvie se sont produits avec l'implication directe de WayNW Mellie et WayNW Bortlen, 2 hommes qu'ils appelaient des amis. C'est en raison de ce niveau de preuve qu'ils ont tous deux été arrêtés en février 2019. Pour étayer la plainte de la police, il a été découvert, grâce aux données de T-Mobile, que même. Les données de T-Mobile ont permis de découvrir que WayNW Bortlen et WayNW Mellie ont circulé avec leurs amis sans vie dans le véhicule pendant une période prolongée. Cela donne du poids à la théorie, selon laquelle, pendant cette période, ils ont pu profiter de l'occasion pour aligner leurs histoires et concocter un faux récit. Il s'agit de la découverte la plus importante, car elle montre que Mellie et Bortlen ont comploté. L'enregistrement du téléphone portable les montre tous deux à l'ouest de l'I-75 vers 4h25 à Pembroke, Mellie quittant la voiture vers 4h22. Tout cela avant que Bortlen n'arrive à l'hôpital à 4h35. Cela montre donc une volonté délibérée d'embrouiller les forces de l'ordre. Un autre élément est venu étayer la thèse des forces de l'ordre. Aucune vitre n'a été retrouvée dans le véhicule. Ainsi, en utilisant les données de l'unité cynophile et les données du téléphone, ils ont pu trouver l'emplacement exact de la vitre brisée sur la véritable scène de crime. Sans surprise, la vitre brisée correspondait à celle de la Jeep. Ils ont également recueilli 8 douilles de calibre 40 correspondant aux balles trouvées autour du siège de Mellie. Les forces de l'ordre en ont donc déduit que les coupables s'étaient postés à l'extérieur du véhicule et avaient tiré à l'intérieur pour faire croire à une fusillade. Et ce, après avoir prétendument tiré sur Zack Chaser et Juvie à l'intérieur de la voiture. La technologie est devenue un obstacle inattendu à leur complot. Les caméras de surveillance du studio d'enregistrement et de l'hôpital ont capté des preuves cruciales. Bortlen avait été vu quittant le studio vêtu d'un t-shirt noir, mais lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il portait quelque chose de différent, un sweat à capuche noire. Par la suite, le sweat à capuche noire a fait l'objet d'un examen approfondi et s'est avéré propre. Cependant, ce qui se trouvait sous le sweat à capuche a révélé aux enquêteurs tout ce qu'ils devaient savoir. Sur le t-shirt noir, ils ont découvert des taches de sang à l'avant et à l'arrière du vêtement. Ces preuves irréfutables ont renforcé la gravité des accusations portées contre eux. En raison de la nature odieuse des crimes, les procureurs ont cherché à infliger le châtiment ultime à WayNW Mellie. Ils estimaient qu'il avait méticuleusement planifié et exécuté les meurtres dans un but lucratif. La peine capitale le guettait alors qu'il attendait son procès, emprisonné sans caution. En juillet 2022, son équipe juridique a remporté une petite victoire en abandonnant l'accusation de peine capitale. Néanmoins, il s'agit d'un sursis temporaire alors que les preuves contre lui ne cessent de s'accumuler. Il s'agit notamment de messages téléphoniques récemment découverts, échangés entre WayNW Mellie et sa petite amie. Il s'agirait d'une conversation dans laquelle il est accusé d'avoir impliqué Bortlen dans le complot qui a conduit à la mort de Juvie et de Zack Chaser. Dans ses messages, il a déclaré « Ce nigger m'a sauvé la vie. Il vient partout avec moi à cause des crackers. Viens l'attraper. C'est de ma faute. Tu as oublié ? Je garde Bortlen avec moi parce qu'à la fin de la journée, il a fait l'une des plus belles conneries de ma vie. » Et pour ne pas oublier, l'accusation a également présenté des preuves que Mellie avait avoué les meurtres dans sa chanson « Murder on My Mind ». Mais personne ne sait dans quelle mesure elle tiendrait la route, car la chanson a été écrite avant le crime. Seul le temps, ainsi que la défense stratégique mise en place par l'équipe juridique de Mellie, révéleront le sort ultime de leur nom et de leur vie, s'ils seront pardonnés et verront leur nom blanchi ou resteront confinés derrière les murs de la prison. C'est ainsi que l'histoire de ces artistes en herbe, autrefois tissée d'espoir et d'ambition, s'est transformée en un récit édifiant, rappelant brutalement que la poursuite des rêves ne doit jamais mener sur la voie de la malhonnêteté et de la violence. Mais regardez cette vidéo prise sur Facebook Live de Mellie, quelques heures seulement après le meurtre.
Telle a été leur réaction quelques heures seulement après l'assassinat de leurs amis. Suivant, pression de l'accusation. La vie en prison a radicalement changé pour Wayne W. Melly, car les événements récents, notamment la publication de nouvelles preuves et de fuites audio de Wayne W. Bortlen, l'ont mis à rude épreuve. Tout cela s'est passé à l'approche de la date du procès. Et, au vu des preuves qui s'accumulent, la salle d'audience ne semble pas lui être favorable. Dans une récente révélation, Wayne W. Melly a fait part de son expérience derrière les barreaux depuis l'apparition des preuves divulguées. Dans un premier temps, Wayne W. Melly et son ami proche Wayne W. Bortlen ont été arrêtés en tant que principaux suspects dans les affaires concernant la mort de Wayne W. Sackchazer et Wayne W. Juvie. Cependant, Wayne W. Bortlen a été libéré sous caution après que des preuves significatives ont été trouvées contre Wayne W. Melly. Des rumeurs ont fait surface, suggérant que Wayne W. Bortlen aurait coopéré avec les autorités pour obtenir sa libération. Or, une interview de Wayne W. Bortlen à l'hôpital où Sackchazer et Juvie ont été emmenés la nuit de leur arrestation a été rendue publique, ce qui a permis de faire la lumière sur la situation. Dans l'interview, on entend Wayne W. Bortlen exprimer ses inquiétudes quant à sa sécurité au volant et à la manière d'éviter les dangers potentiels. Le détective de l'enregistrement audio déclare qu'il n'y a pas de preuves, mais il est évident qu'il y a des divergences dans l'histoire de Sackchazer. Il devient clair qu'il y a des aspects inconnus dans l'affaire parce que le crime rapporté par Melly et Bortlen ne correspond pas à celui des forces de l'ordre. Il est intéressant de noter que Wayne W. Melly n'a eu connaissance de cette interview qu'une semaine après sa publication. À la suite de cette révélation, Wayne W. Melly s'est ouverte sur sa vie en prison, brossant un tableau peu reluisant. Il a partagé 2 photos sur sa page Instagram, la première étant sa photo d'identité judiciaire. Dans la légende, il a exprimé sa nervosité face à sa situation actuelle. Wayne W. Melly a expliqué qu'il avait été soumis à des punitions plus sévères et à des restrictions imposées par le nouveau capitaine Uber et Exo-Junk. Il était confiné dans une unité prévue pour 24 détenus, mais il était le seul à ne pas avoir le droit de téléphoner, d'avoir accès à la télévision ou même à un journal. Ses moindres faits et gestes étaient surveillés par des caméras, ce qui l'empêchait de dénoncer les mauvais traitements qu'il subissait. Pendant cette heure de liberté quotidienne, tous les autres détenus des dortoirs adjacents étaient enfermés dans leurs cellules. Wayne W. Melly a affirmé avoir subi un traitement cruel et inhabituel de la part des adjoints et du personnel de haut rang du bureau du shérif de Broward. Il a affirmé qu'ils avaient explicitement exprimé leur aversion pour lui et qu'ils le menaçaient régulièrement. Wayne W. Melly s'est senti isolé et a craint pour sa vie, ce qui l'a incité à demander son transfert dans une autre prison du comté jusqu'à son procès. Il ajoute également dans un autre message que ses privilèges téléphoniques lui ont été retirés de façon permanente. Il affirme que les autorités lui ont retiré ses privilèges en raison de ses infractions passées. Mais Wayne W. Melly affirme qu'il n'est pas vrai que ses privilèges téléphoniques lui ont été retirés parce qu'il a utilisé l'identifiant téléphonique d'un autre prisonnier. Cependant, ces privilèges étaient censés lui être rendus au bout de 30 jours, selon le manuel. Or, cela fait des mois qu'il n'a plus de privilèges téléphoniques. Il ajoute qu'il est victime d'abus alors qu'il a commis moins d'infractions que les autres détenus. Fait intéressant, il a été révélé que Wayne W. Melly a failli être libéré de prison à un moment donné. Sa mère a exprimé sa joie sur Instagram lorsque les sanctions ont prétendument été retirées de son cas. Les médias ont ensuite rapporté que Wayne W. Melly était accusé d'avoir comploté avec l'un de ses avocats pour organiser une évasion de prison. La prison du comté de Broward a révélé dans une interview qu'elle avait reçu une information confidentielle selon laquelle Wayne W. Melly et un autre détenu prévoyaient de s'évader en obtenant des clés de menottes par l'intermédiaire de son avocat. La déclaration officielle indique que, le 11 avril 2022, le bureau du shérif de Broward a reçu un renseignement confidentiel concernant les détenus Nicholas Lewis et Jamel Demons, tous deux logés dans la même unité de la prison principale, qui planifiaient une évasion en demandant à l'avocat de Demons d'apporter 2 clés de menottes pour faciliter l'évasion. D'autres informations ont été fournies par la source, à savoir que Lewis avait un couteau et de la drogue. Mais la mère de Melly a déclaré que ces allégations étaient une nouvelle tentative de ternir le caractère de Wayne W. Melly. Elle ajoute ensuite que l'accusation n'a pas de dossier contre lui. Il se concentre donc sur les médias pour ternir son image. À ce stade, il n'est pas nouveau que l'accusation croit à 100% qu'il est coupable et s'assure d'utiliser toutes les ressources à sa disposition pour recréer une scène de crime. Malgré ces difficultés, l'équipe de défense de Wayne W. Melly s'est préparée à son procès, soulignant l'importance d'aborder les questions au tribunal plutôt que sur les médias sociaux. Elle estime qu'une défense équitable est essentielle pour révéler la vérité sur l'affaire. Cependant,
Il semble que chaque fois qu'un développement positif se produit pour Wei N.W. Meili, il s'ensuit quelque chose de négatif. À l'approche du procès, la seule chose que la défense pouvait faire était de préparer ses arguments et ses stratégies. Au milieu de ces batailles juridiques, le manager de Wei N.W. Meili, Sankha Trak, continue d'exprimer sa conviction inébranlable quant à l'innocence de Meili. Il affirme que Meili a constitué une équipe de défense solide, prête à se battre pour sa liberté. Cependant, l'opinion publique reste divisée, certains jugeant rapidement et d'autres réservant leur jugement jusqu'à ce que tous les faits soient présentés au tribunal. Néanmoins, la route reste incertaine pour Wei N.W. Meili, qui continue à faire face à une bataille difficile. Dans la vie de Wei N.W. Meili derrière les barreaux, la lutte pour la liberté et la justice continue. L'histoire d'une étoile montante stoppée dans son élan, d'un avenir en suspens et d'une vérité qui n'a pas encore été révélée. Les portes de la salle d'audience constituent la porte d'entrée de son destin, où se déroulera le dernier chapitre de cette passionnante saga. Le procès se déroule. Le 12 juin 2023, le procès de Meili s'est officiellement ouvert. Le procès de Wei N.W. Meili a connu une brève pause, mais de récents développements ont ajouté un élément inquiétant à la procédure. Un nouvel élément de preuve a fait surface, révélant un lien entre la veste Stranger Things portée par Wei N.W. Meili dans une vidéo peu après le crime et la même veste que portait Wei N.W. Juvie lorsqu'elle a quitté le studio tôt ce matin-là. Bien que Wei N.W. Bortlen ait porté celui de Sak Chaser, la coïncidence est troublante et soulève quelques questions. En outre, une vidéo en direct sur Facebook enregistrée quelques heures seulement après le crime montre Wei N.W. Meili et Wei N.W. Bortlen apparemment insouciants et positifs, ce qui témoigne de leur comportement et de leur état d'esprit à ce moment-là. La vidéo, enregistrée le 26 octobre 2018, qui coïncide avec le jour du crime, ne montre pas les vestes exactes trouvées dans le véhicule, mais plutôt des versions identiques. Peu après la diffusion de la vidéo, Wei N.W. Bortlen a comparu devant le tribunal pour une audience. Le procès de Wei N.W. Bortlen, co-accusé de Wei N.W. Meili, est prévu pour le 3 octobre. Au cours de l'audience, des questions ont été posées sur les raisons pour lesquelles Wei N.W. Bortlen a été libéré sous caution alors que Wei N.W. Meili ne l'a pas été. La réponse fournie était basée sur les accusations et le peu d'antécédents criminels de Wei N.W. Bortlen. En outre, la possibilité que Wei N.W. Bortlen envisage un accord de plaidoyer est apparue au cours de l'audience. Bien qu'il soit rare qu'un accord soit conclu au milieu d'un procès, ce n'est pas impossible. Les avocats en ligne estiment que cela pourrait être le cas, compte tenu de la manière dont les avocats de Wei N.W. Meili traitent l'affaire. Un expert médico-légal, vétéran respecté dans le domaine, a témoigné et partagé des informations critiques concernant l'incident. Il a expliqué que les preuves suggèrent que le crime n'était pas une fusillade au volant d'une voiture. L'analyse de l'expert a désigné Wei N.W. Meili comme étant celui qui a utilisé l'arme à feu. Les balles tirées à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule indiquent une position stationnaire, à l'exception d'une balle qui a légèrement bougé. L'équipe de défense de Meili a concentré ses questions sur l'opinion de l'accusation plutôt que d'essayer de la réfuter. La défense devrait présenter ses experts pour contester les affirmations de l'accusation. Et il semble que Wei N.W. Bortlen pourrait jouer un rôle plus important dans la stratégie de la défense. La défense a également souligné le fait que Wei N.W. Bortlen avait déjà fait de fausses déclarations sur l'incident, indiquant qu'il avait menti aux autorités. Cette révélation n'était pas la première fois que la défense attirait l'attention sur les incohérences de Bortlen. Dès le début du procès, elle a souligné que Bortlen avait des résidus de poudre sur les mains et qu'il avait changé de vêtements après avoir déposé Sak Chaser et Juvie à l'hôpital. De plus, Bortlen et Meili étaient les deux seules personnes à bord du véhicule, ce qui renforce l'argument de la défense. Alors que le procès se poursuit, il reste à voir comment la défense contrera les preuves de l'accusation et si Wei N.W. Bortlen envisagera un accord de plaidoyer. Les rebondissements du procès ont captivé les observateurs en ligne, et nombreux sont ceux qui attendent avec impatience la suite de la procédure. Des médecins légistes ont témoigné, faisant part de leurs conclusions, qui suggèrent l'implication de Bortlen. L'analyse des résidus n'a révélé aucune particule caractéristique de résidus d'armes à feu sur la main droite de Cortland Henry, mais 2 particules de composants ont été trouvées. Sur sa main gauche, il y avait une particule de résidu cardiaque caractéristique et une particule à 2 composants. Cette révélation a ajouté une nouvelle couche de complexité au procès, puisque le procès de Wei N.W. Bortlen n'avait pas encore eu lieu. Cependant, l'équipe de défense de Meili a clairement indiqué au jury que Bortlen était présent dans la voiture lors de l'incident. Ils ont fait allusion à la possibilité que Bortlen soit impliqué dans le crime. Cela pourrait amener Bortlen à conclure un accord de plaidoyer et à révéler la vérité sur la culpabilité de Meili. Cette situation est comparable à celle de la famille de Wei N.W. Juvie,
qui a également cherché à obtenir justice pour l'être cher qu'elle a perdu. Récemment, la mère de Wayne W. Juvie est venue à la barre pour identifier son fils sur la vidéo de surveillance du studio d'enregistrement. Elle a confirmé qu'il était entré dans la voiture par la banquette arrière droite. Elle a également reconnu Jamel Demons, ou Wayne W. Melly, comme étant l'individu qui est entré sur le siège arrière du côté gauche. Par ailleurs, le père de Wayne W. Juvie, qui devait témoigner, a été disqualifié en raison de son activité sur les médias sociaux. Une semaine auparavant, il avait exprimé sa conviction quant à la culpabilité de Melly, citant l'absence de remords et de deuil de la part de Melly et de Bortlen. Frustré par leur comportement, il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer ses soupçons, ce qui a encore compliqué l'affaire. Au cours du procès, un élément de preuve crucial a déclenché une réaction de la part de Wayne W. Melly. Lorsqu'un expert en armes à feu a déclaré qu'il ne pouvait pas identifier l'objet utilisé pour le crime, Melly a réagi avec incrédulité. Cette réaction a suscité la désapprobation du père de Juvie et de la famille de sac chasseur, qui ont estimé que la réponse de Melly manquait de remords. Le procès s'est poursuivi avec l'intervention à la barre d'un détective sous couverture, Danny Polo. Au départ, Polo avait fait des déclarations suggérant la culpabilité de Melly, mais il devait maintenant enlever son masque pour témoigner. Ce geste a suscité l'intérêt de Melly, qui a laissé entendre qu'il avait reconnu Polo dans la rue. Aux grandes dames de l'accusation, les témoins ont involontairement innocenté Melly. L'agent du FBI spécialisé dans l'analyse des données des téléphones portables a déclaré qu'il était impossible de déterminer des lieux précis à partir des données des téléphones. Ce manque de preuves spécifiques a soulevé des doutes sur le dossier de l'accusation. De même, un spécialiste de l'ADN a examiné les objets récupérés sur la scène de crime et a constaté que l'ADN de Wayne W. Melly n'était pas présent sur de nombreux objets, notamment des sandales Gucci, un t-shirt, des Air Jordan et des bouteilles de Gatorade. Cette constatation a remis en cause la thèse de l'accusation. En revanche, l'ADN de Wayne W. Melly a été retrouvé sur la poignée de la portière de la voiture, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on l'a vu monter dans le véhicule. À chaque témoignage de l'accusation, la défense a involontairement renforcé celle de Melly, laissant les familles des victimes découragées. Le procès a pris des tournures inattendues, et la vérité sur les événements tragiques n'a pas encore été entièrement révélée. Et pourtant, bien d'autres choses ont été révélées au cours du procès, comme l'implication présumée de Fredo Banks dans l'affaire. La défense tente d'affirmer qu'il est allé chercher Melly avant que le crime ne soit commis. Les avocats de Melly tentent de semer le doute dans l'esprit du jury. Ils soutiennent que ce n'est pas parce que son ADN n'a pas été retrouvé sur certains objets qu'il est impliqué dans le crime. Ils insistent sur le fait qu'il y avait plusieurs personnes dans le véhicule et qu'il est possible que d'autres personnes aient touché ces objets. Mais le procès est toujours en cours et d'autres éléments seront révélés que cette vidéo ne peut pas couvrir. Du moins pas encore. Mais à ce stade, l'affaire pourrait prendre n'importe quelle tournure. La vie de Melly derrière les barreaux est devenue une sorte de drame passionnant et alambiqué, plein de rebondissements. Mais au fond, ce sont les vies de personnes réelles qui sont en jeu. La seule chose que nous puissions faire est d'observer et d'espérer que la loi fasse ce qu'elle est censée faire et que là où les bonnes personnes soient traduites en justice. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos à l'écran pour accéder à d'autres contenus similaires. Jusqu'à la prochaine fois.